Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir proposé de participer à ce colloque. Et pour vous faciliter l'écoute, je vais faire le partage d'écran. Maintenant, vous devez voir le support que je préparais. Donc, voilà. Et c'est... Alors, ma communication est consacrée à la question des lames faites à partir des éléments. Qu'est-ce qu'est donc une âme qui est faite à partir des éléments psyché ekton stoikeion, et pourquoi est-elle si particulière? Afin de parler de la nature de l'âme et de son mode d'action sur le corps, les premiers philosophes grecs ont déjà comparé l'âme à un ou plusieurs éléments primordiaux, le feu, l'air ou l'eau, la terre étant absente de ces comparaisons. Dans cette réflexion, ils s'efforcent à saisir conceptuellement le moment de rencontre et de séparation entre l'âme et le corps, la naissance et la mort du vivant. Si le corps est un mélange des éléments primordiaux, et tout le monde s'accorde sur ce point, de quoi l'âme est-elle faite? Comment est-elle associée à ce mélange des éléments? Et comment est-ce possible que les éléments composant le corps se tiennent ensemble, qu'ils soient vivants, qu'ils grandissent et vieillissent, qu'ils aient des facultés psychiques, qu'ils puissent apprendre et oublier? L'âme est-elle affectée par les transformations du corps? Dans la mesure où on n'aborde pas ou pas encore la notion de rationalité, ce type de réflexion concerne aussi bien les êtres humains, les animaux, même les plus primitifs, les zoophytes et les plantes, voire même des objets inanimés, eux aussi étant composés à partir des éléments. Ainsi, la notion de l'âme faite à partir des éléments est destinée à saisir l'âme au tout premier moment de son union avec la matière. Pour cette raison, cependant, la même notion est si controversée et difficile à utiliser. Admettons, avec les stoïciens en particulier, que l'âme soit faite à partir de l'un ou de plusieurs éléments, on la soumet aux mêmes lois qui décident des transformations de ces éléments et au final, on admet que l'âme puisse être corruptible, destructible, voire mortelle. Plutôt que de reconstruire l'histoire du débat autour de l'âme faite à partir des éléments, nous allons mettre en évidence la présence de cette notion à l'époque tardo antique lorsqu'elle a connu un nouvel élan au IIIe et IVe siècle. On retrouve la critique de cette notion chez Plotin et chez son disciple Porphyre, notamment dans les 5 volumes perdus de la polémique de Porphyre contre les thèses du stoïcien Boétos de Sidon sur la mortalité de l'âme, dans le traité presque perdu de l'âme de Jamblique, et aussi dans le traité sur la nature de l'homme de Némésios d'Émèse. L'œuvre de Plotin marque toutefois le passage entre les critiques anciennes de Platon et d'Aristote et les réflexions néoplatoniciennes sur l'âme, sur la manière dont elle rencontre la matière, la vivifie et l'organisme. Voilà donc la question posée par Plotin. Dans le chapitre 5 du fameux traité 33, la clé de voûte de la polémique antignostique, Plotin formule une critique concernant l'âme faite à partir des éléments. Cette thèse aurait été soutenue par les gnostiques et Plotin la résume de manière suivante. Il est aussi absurde d'introduire, comme ils le font, les gnostiques, cette autre âme qu'ils composent à partir des éléments. Comment, en effet, ce qui est composé d'éléments pourrait-il avoir une vie quelconque? En fait, le mélange des éléments produit le chaud, le froid en mixte de deux, ou bien le sec, l'humide, ou en mélange de deux. Et comment l'âme assure-t-elle la cohésion des 4 éléments si elle est venue à l'existence après et à partir de ceci? Et que dire alors s'il se met à attribuer à ce mélange la perception, la délibération et mille autres facultés? Cherchons d'abord à comprendre que signifie l'expression cette autre âme qui est censée d'être composée à partir des éléments. La critique que nous venons de citer fait partie d'une réflexion amorcée dans le chapitre précédent qui concerne la non-descente de l'âme cosmique et la production du monde. Dans les premières lignes du chapitre 5, Plotin s'attaque à l'anthropologie gnostique. Il commence par remarquer que les corps des gnostiques ne sont pas différents de ceux de tous les hommes, et pourtant, les gnostiques se croient supérieurs au soleil et aux astres quant à l'impassibilité, l'incorruptibilité et l'intelligence. De même, les gnostiques soutiennent que leur âme est immortelle et divine, alors qu'ils refusent l'immortalité au ciel et aux astres. Plotin voit ici une contradiction flagrante, car ses adversaires louent l'ordre et la beauté du ciel et critiquent le désordre du monde d'ici-bas.
Et il dit dans la phrase qui précède la critique de la thèse de l'âme faite des éléments, je cite, comme si l'âme immortelle avait choisi en connaissance de choses le lieu pire et choisi aussi d'abandonner le lieu meilleur à l'âme mortelle. Donc, cette autre âme, qui est formée à partir des éléments, c'est une âme mortelle. Le concept même de l'âme mortelle est tout simplement inacceptable pour un platonicien. Mais Plotin considère cette proposition absurde à Logos également pour d'autres raisons encore. Selon ses adversaires, une âme de ce genre serait composée à partir des éléments. Plotin oppose à cette théorie trois objections de taille. En premier lieu, en admettant que la fonction principale de l'âme est de rendre le corps vivant, il demande comment le composé des éléments peut-il être qualifié de vivant. Car il s'agit bien des éléments primordiaux, le feu, l'air, l'eau et la terre, comme atteste la phrase qui suit. Ces éléments ne possèdent que des qualités telles que le chaud et le froid, l'humide et le sec, capables de se mélanger selon des proportions diverses. La mention des qualités élémentales ne laisse aucun doute quant à l'intention de Plotin de parler des quatre éléments. La seconde objection porte sur la cause de la cohésion de ces éléments. S'ils sont tenus ensemble grâce à l'âme, comment celle-ci peut-elle être faite à partir d'eux? Enfin, la dernière objection concerne l'origine des facultés psychiques et intellectives de certains vivants, sachant que les éléments ne possèdent que des qualités sensibles. D'où viennent alors les facultés de connaître et de penser? À quelle doctrine gnostique pourrait se référer Plotin en parlant de l'âme de ce genre? La réponse est difficile, au point que certains chercheurs aient pensé qu'il s'agit d'une erreur de la part de Plotin. En effet, l'examen, là je vais faire un examen très rapide, des sources gnostiques ne permet pas d'identifier une seule doctrine qui correspondrait à l'ensemble des critiques plotiniennes. Le plus souvent sont évoqués les témoignages émanant des cercles valentiniens. Il y a d'abord le témoignage d'Irénée de Lyon qui résume le mythe sur la création du monde à partir des larmes d'Antimésis, donc à partir de l'élément aquatique, puis le témoignage du pseudo-Hippolyte de Rome, selon qui les valentiniens pensaient que l'âme est faite du feu, qui est la substance même du démiurge. Mais la même idée se retrouve aussi dans le corpus de Nag Hammadi, dans l'évangile selon Philippe, qui compare l'âme et l'esprit à l'eau et au feu. Voilà le texte de Clément d'Alexandrie et de Hippolyte de Rome. On cite souvent les extraits de Théodote où se trouvent des informations sur des formes inférieures de l'âme inspirées par la distinction entre l'homme illique, psychique et pneumatique, dont chacun serait doté d'une âme appropriée. Cependant, il s'agit là d'une métaphore car l'auteur gnostique décrit l'âme pneumatique, raisonnable et céleste, comme une sorte de moelle pneumatique déposée dans l'os, à savoir dans l'âme psychique, qui se trouve dans la chair, à savoir l'âme illique. L'âme illique est aussi mentionnée donc, dans le corpus de Nag Hammadi, dans l'enseignement d'autorité rédigé entre la fin et le début du Xe et le début du IIIe siècle, en écrit fortement platonisant. De ces passages, donc voilà, je vous permets de regarder un peu les extraits à Théodote de Clément d'Alexandrie, le passage du pseudo-Hippolyte sur la substance psychique selon les valentiniens. De ces passages résultent plusieurs conceptions anthropologiques où la substance de l'âme est comparée à l'un des éléments, le feu ou l'eau, ou encore cette substance est diversifiée quant à sa pureté, l'âme pneumatique, psychique et illique. Mais aucun écrit gnostique ne parle expressément de l'âme faite à partir des éléments et n'aborde les mêmes sujets que Plotin. Mais avant tout, aucun écrit gnostique ne postule la mortalité de l'âme, ce que Plotin semble situer au cœur de la polémique. Voyons donc ce qu'ils disent les philosophes sur l'âme ekton stoikeion, parce qu'il semble que Plotin se réfère plutôt à des sources à ses prédécesseurs, à Platon et à Aristote. En tant que platonicien, Plotin considère absurde l'idée que l'âme puisse être mortelle et que cette mortalité soit fondée sur le fait d'être composée des éléments. Une telle âme, selon lui, ne saurait être ni vivante, ni rationnelle, ni communiquer au corps les moindres facultés psychiques. En outre, étant elle-même composée des éléments, elle ne pourrait pas assurer leur cohésion. Ces critiques font écho des débats déjà présents dans l'histoire de la philosophie grecque, car l'hypothèse d'une âme faite à partir des éléments a été envisagée sans succès par plusieurs philosophes. Parmi les examens critiques du postulat de cette âme, d'une telle âme, il y a deux positions dominantes, l'une de Platon et l'autre d'Aristote. En réalité, la critique formulée par Plotin s'inspire de ces deux sources,
On y retrouve l'écho des positions de Platon dans le Phédon et d'Aristote dans le De Anima. Dans une perspective platonicienne, le débat porte sur l'éternité de l'âme. Peut-on parler d'une âme unique et éternelle, mais néanmoins présente dans le corps soumis au changement et à la destruction? L'âme, une fois unie au corps, deviendrait-elle à son tour changeable et destructible? Pourrait-elle se disperser avec le corps? L'opinion de Platon à ce sujet est formulée dans le Phédon, où Socrate défend l'immortalité de l'âme. Il explique que l'âme, tant qu'elle n'est pas soumise au corps, n'aura pas à craindre la dispersion. Le propos de Socrate rencontre une série d'objections, en particulier de la part de l'un de ses interlocuteurs, Simmias de Thèbes, disciple du pythagoricien Philolaos. Entre autres, Simmias expose la fameuse théorie de l'âme-harmonie. On est dans le passage 85-86 de Phédon, illustré par le rapport entre une lyre avec ses cordes et une harmonie musicale. Mais qu'est-ce qu'une harmonie? À l'origine, le mot grec harmonia signifiait l'enjantement parfait. Les harmoniae étaient les bandes de fer en forme de crampons qui servaient à joindre les planches d'un radeau ou d'un navire. De là vient le terme harmonia, qui désigne un système autonome dans lequel les éléments sont déterminés par leur articulation avec tous les autres éléments à l'intérieur du système. Conscient de la richesse sémantique du terme qu'il emploie, Simmias observe qu'une harmonie invisible et incorporelle, je cite, par sa nature semblable et apparentée au divin et à l'immortel, 86 AB, existe même si l'instrument de musique est détruit. Et l'harmonie elle-même est une chose incorporelle qui résulte des éléments corporels, ouvrage des artisans. Elle exprime la cohésion des objets et demeure immanente aux objets qu'elle organise. Par conséquent, l'âme serait, par l'analogie avec la lyre et ses cordes, une combinaison, crasis, et une harmonie des éléments constitutifs du corps. Simmias explique, et vous avez ça sous les yeux, puisque notre corps est comme en état de tension interne et qu'il maintient la cohésion grâce à du chaud et du froid, du sec et de l'humide, et d'autres couples du même ordre, notre âme est une combinaison et une harmonie de ces opposés lorsqu'ils se combinent selon une proportion convenable, kalos kai metrios. Autrement dit, l'âme n'est pas, à l'instar du corps, une sorte de substance obtenue à partir du mélange des éléments primordiaux. L'âme est une harmonia, un enchantement parfait de ces éléments. Le corps est vivant lorsque les propriétés de ces éléments sont mélangées selon les proportions convenables. Les tensions entre ces propriétés sont constitutives d'un corps vivant. Il faut une dose appropriée du chaud et du froid, de l'humide et du sec, afin que le corps puisse vivre et rester en bonne santé. Selon la théorie médicale, prêtée en particulier à Philolaos, le maître des Simmias, le déséquilibre entre les propriétés des éléments provoque des maladies et, en dernier terme, conduit à la mort. La réalité qu'on appelle âme serait donc plus fragile que le corps dont elle n'est qu'une propriété. Elle disparaît à l'instant même de la mort du corps. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Socrate, ou Platon plutôt, refuse la théorie de Simmias. Et ces refus se trouvent dans la partie 92a à 95a. D'abord, de toute évidence, il n'admet pas la thèse d'une âme mortelle et soumise au corps. La critique de Socrate-Platon se déploie autour du manque de précision entre l'affirmation que l'âme est comme une harmonie et que l'âme est une harmonie. Le second cas, celui que Simmias défend, l'oblige à admettre que l'âme est une conséquence de l'organisation des éléments, soit l'âme existe préexistante en tant qu'une harmonie entre les éléments qui n'existent pas encore. En outre, le rôle de l'âme est d'imposer la direction au corps et aux éléments, discipliner et maîtriser les passions, les guider et les conduire vers le bien. Tout cela s'oppose à une conception de l'âme en tant qu'une harmonie. La critique fondée sur le problème de l'existence de l'âme avant ou après les éléments qu'elle harmonise est reprise par Plotin lorsqu'il pose la question: comment l'âme assure-t-elle la cohésion des quatre éléments si elle est venue à l'existence après et à partir de ceux-ci? Passons maintenant à Aristote. Aristote examine les différents aspects du rapport entre l'âme et les éléments primordiaux dans le traité des l'âme, dans le premier livre, les chapitres 2 à 5.
Dans un premier temps, la critique aristotélicienne porte sur la question d'origine de l'âme, donc c'est un peu semblable à Platon, telle qu'elle est envisagée par des philosophes présocratiques qui identifiaient l'âme avec l'un ou plusieurs éléments primordiaux. À la même occasion, cependant, Aristote signale que Platon, dans l'Ultimé, admet lui aussi que l'âme soit faite à partir des éléments. On verra ça dans quelques instants. Aristote adhère cependant à la critique platonicienne de la théorie de l'âme harmonique qui se trouve dans le chapitre 4 donc, de ces passages. Ensuite, Aristote reprend à peu près la critique que Platon a opposée à la théorie des simias. Ensuite, Aristote développe ses propres objections. Par exemple, que dans le corps se trouvent plusieurs mélanges des éléments. Les os, la chair, les muscles, tout ça, c'est une proportion des éléments différents. Donc, il faudrait y avoir plusieurs âmes dans un seul corps. La critique la plus importante se trouve cependant dans le chapitre 5. Elle concerne la façon dont l'âme acquiert connaissance. Aristote part de la thèse d'Empédocle, vous l'avez sous les yeux, selon laquelle la connaissance du semblable s'opère par le semblable. À cet endroit, on comprend pourquoi Aristote compte Platon parmi les supporters de la théorie de l'âme faite à partir des éléments. En fait, dans le Timée, alors j'avance un peu, voilà ici le passage du Timée en question. Dans le Timée, Platon admet que l'âme du monde se meut en cercle elle-même en revenant sur elle-même chaque fois qu'elle entre en contact avec quelque chose dont l'être est divisible, donc une chose sensible encore, ou avec quelque chose dont l'être est indivisible, donc avec l'intelligible. En mouvement, on la traverse tout entière et elle est dit à quoi un tel objet est identique et de quoi il est différent. Donc, l'âme du monde connaît les intelligibles et aussi les sensibles. Cela veut dire, aux yeux d'Aristote, qu'elle doit de quelque manière ressembler aux sensibles, voire les contenir dans sa composition. Aristote remarque, et ceci constitue la partie la plus originale de sa critique, que la connaissance des l'âme composée à partir des éléments serait limitée aux éléments. Comment pourrait-elle alors connaître les choses ayant des proportions et des compositions différentes de la sienne? Sans connaître des harmonies des autres corps, comment pourrait-elle faire la distinction entre un os, une pierre et un homme? La réflexion d'Aristote tient compte du fait que les plantes et les pierres sont eux aussi composés des éléments. Devrait-il alors avoir une âme? D'autres questions se posent par rapport au mouvement. Comment l'âme composée des éléments pourrait-elle assurer le mouvement des êtres vivants? Cette dernière question montre que le raisonnement d'Aristote n'est pas à l'abri des difficultés posées par la notion de l'âme faite à partir des éléments. Voilà, ici les critiques contenues dans le traité sur l'âme. Dans les traités sur le ciel et de la génération et de la corruption, Aristote étudie, entre autres, la composition de l'univers à partir des éléments. Dans Sur le ciel, avec la théorie des lieux naturels des éléments, Aristote établit le lien entre le mouvement du ciel et les qualités des masses élémentales. De même, dans la génération et la corruption, Aristote explique comment les propriétés des éléments permettent la continuité de la génération des êtres vivants, donc le mouvement de la chaîne des générations. Mais il s'égarde de prétendre que l'âme puisse être concernée par ce genre de processus. En fait, il se rattrape un peu au moment de la critique des positions d'Empédocle. Et Aristote dit alors, dans De la génération de la corruption, il est tout aussi incongru que l'âme soit composée des éléments ou qu'elle soit l'un d'eux. Comment, en effet, les altérations de l'âme auront-elles lieu, la culture par exemple, et à nouveau l'enculture, ou la mémoire et l'oubli? Car il est clair que si l'âme est feu, lui appartiendront seulement les affections qui appartiennent au feu en tant que feu. Et si elle est mélangée, que lui appartiendront les affections corporelles. Or, parmi les altérations de l'âme, il n'y a rien de corporel. Mais étudier ces questions est la tâche d'une autre étude, effectivement, du traité sur l'âme. La critique aristotélicienne a inspiré Plotin. Il interroge les partisans de la théorie de l'âme faite à partir des éléments au sujet de la vie et de la connaissance d'une telle âme. Comment, en effet, ce qui est composé d'éléments pourrait-il avoir une vie quelconque? En fait, le mélange des éléments produit le chaud, le froid en mixte des deux, ou bien le sec, l'humide, ou en mélange des deux, et encore. Et que dire lorsqu'ils se mettent à attribuer à ce mélange la perception, la délibération et mille d'autres facultés?
Pour répondre aux difficultés posées par la conception de l'âme faite à partir des éléments, Plotin propose une solution inédite. L'âme qui est présente au monde et à tous les êtres et qui en font partie. L'âme, certes, n'est pas faite des éléments, mais elle est présente et elle contient en elle tous les corps constitués des éléments. Donc, c'est une position de Plotin qui est assez particulière. En fait, selon Plotin, l'âme unique, même étant divisée en âme individuelle, embrasse et contient tout. Au contact du corps, elle n'est pas divisée, mais reste totalement présente en chaque partie de l'univers. Elle est, je cite, maîtresse des corps en les faisant naître et en les disposant dans l'état où elle les amène, car ils n'ont pas au début le pouvoir de s'opposer à sa volonté. Selon Plotin, l'âme est le véritable démiurge, la créatrice du monde, celle qui illumine la matière et qui lui communique les qualités. Dans le traité 28, Plotin explique comment chaque corps, même celui que nous appelons inanimé, possède néanmoins l'ombre de l'âme. Je vous remercie pour votre attention.